Merci beaucoup, Pierre-Michel. Donc, d'abord, je te remercie de m'avoir invité à cette journée qui m'intéresse bien sûr au plus haut point. On a vraiment une relation directe entre les domaines, surtout que la présentation qui m'a précédé sur les écoles de commerce m'intéresse parce qu'au fond, ce que je vais vous présenter ici, c'est un projet de recherche en gestation, qu'on dirait à Paris un work in progress, et dont le point de départ était justement une réflexion sur des dérives tout à fait récentes, prévisibles d'ailleurs même selon la théorie mertonienne de la déviance et de la structure d'opportunité, sur le fait qu'il y a de plus en plus d'écoles qui doivent donc répondre à des pressions en termes d'intensité de recherche, ont trouvé une solution relativement facile qui consiste à, parce qu'au fond, il y a deux façons pour une école de faire de la recherche, pour une université de faire de la recherche: embaucher des chercheurs, les payer, avoir des laboratoires bien équipés, des bons étudiants, et lancer la machine et attendre 4-5 ans que, bon, là, la machine va être en marche et la recherche va se faire. Ça, c'est l'approche coûteuse ou traditionnelle. Une autre, beaucoup plus simple, c'est de nommer un certain nombre d'individus qu'on cherche à l'étranger comme étant des gens très productifs, qu'on va nommer professeurs associés, ça ne coûte pas très cher, et on va leur donner un paiement en relation avec le nombre d'articles qu'ils vont faire. Et tout ce qu'ils ont à faire, puisque ce sont des gens en général qui sont professeurs à plein temps dans une autre université, c'est d'ajouter la nouvelle adresse. Et donc, en ajoutant une adresse à un article que vous préparez dans votre université, vous avez une deuxième adresse qui permet à l'autre université ou l'autre école de monter dans les classements, parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle de classement bibliométrique, les bases de données sont fondées sur les adresses. Donc, si vous avez des publications avec aucune adresse, ça n'existe pas sur le plan bibliométrique. Si vous signez une UQAM, c'est une adresse UQAM, mais si je rajoute en jour UQAM et que UQAM ne vérifie pas, j'ajoute l'Université de Toronto, mais ça fait aussi un point pour l'Université de Toronto. Et si on est assez habile, on peut transiger ce capital symbolique pour du capital économique. Hein? Par exemple, un article selon un classement de revue d'une école de commerce auquel j'ai eu accès, par exemple, un article dans Research Policy donnait environ peut-être 5 000 €, ou même dans d'autres 10 000 €. Donc, je me suis dit, quelle est l'évolution de la production et de la transformation de la recherche? Si on monte au début du siècle, et encore plus, bien sûr, au 19e siècle, en gros, qu'est-ce qu'on a? On a un auteur, Einstein, pour prendre un exemple fictif, une affiliation, le Bureau des brevets de Berne, un pays, c'est tout. Ensuite, à partir du début du siècle, et surtout en chimie, on a de plus en plus d'auteurs. Donc, il y a 2 ou 3 auteurs par article. En chimie, par exemple, en 1900, on a déjà un tiers des publications à plus d'un auteur. Donc, déjà, la chimie est collectivisée plus rapidement qu'on devine les mathématiques. Et donc, on a plusieurs auteurs, mais au fond, du même laboratoire et donc du même pays. Ensuite, on va avoir plusieurs auteurs, mais de départements différents ou d'universités différentes, mais toujours dans le même pays. Ensuite, bien sûr, c'est la fameuse internationalisation de la science, la globalisation, terme qui vient globalisation et mondialisation des années 80-90, mais la réalité de la communauté scientifique qui est internationale depuis toujours est une courbe croissante de façon assez continue et ne date pas des années 70, mais croît donc, la collaboration internationale croît plus rapidement depuis les années 1970 pour un grand nombre de raisons, qu'on pense à l'accès plus facile aux voyages, entre autres en avion au lieu d'en bateau, mais qu'on pense aussi bien sûr actuellement à Internet ou aux échanges d'informations. Donc il y a beaucoup plus d'auteurs aujourd'hui qui peuvent écrire des articles avec des collaborateurs qu'ils n'auront jamais vus, sauf peut-être sur Skype. Donc, c'est une tendance. Et aussi, on a, ce qui m'intéressait comme point de départ, un auteur qui, lui, a plusieurs affiliations dans le même pays. Ce qui est effectivement plausible, parce que, pour prendre l'exemple le plus simple, si vous êtes un chercheur biomédical, bien, vous êtes à la fois dans le département de biologie, par exemple, mais affilié au centre de recherche hospitalier. Donc, vous pouvez être affilié à une université et à un hôpital ou à 2 centres de recherche, mais en général dans le même pays. La nouveauté qui est très intéressante, c'est que maintenant, on a aussi, et ça c'est tout récent, un auteur
qui a non seulement plusieurs affiliations, mais dans différents pays. Là, c'est un peu plus compliqué, parce que le don d'ubiquité, malgré tous les discours qu'on entend sur la téléportation, ça n'existe pas. Seuls ceux qui aiment la science-fiction croient que la téléportation va arriver un jour. Donc, ça n'arrivera pas. Et je me suis amusé à dire, OK, regardons donc ces hypothèses-là dans le terme numérique. Donc, j'ai accès à la base de données, le Web of Science, de 1900 jusqu'à nos jours, et on peut voir là, justement les tendances globales des transformations de la science. Donc, en gros, peut-être que je vais faire quelque chose avec ça. C'est quoi le piton? Voilà, OK. Bon. Donc ici, on a par exemple l'évolution en sciences naturelles, génie, bio, médicales, et ici en sciences humaines, au fond, l'évolution du nombre d'auteurs par article. Et on voit très bien que très rapidement, dès 1920, en sciences de la nature, la science est collectivisée. L'article seul d'Albert Einstein, c'est terminé. On est aujourd'hui à hauteur de 10% des publications sur lesquelles il y a un seul auteur. Donc la science est un phénomène totalement collectivisé. Et ce qui croît le plus rapidement maintenant, c'est le nombre d'articles à 6 à 10 auteurs. Et on voit même décliner le nombre, en proportion bien sûr, le nombre d'articles à 2 auteurs. Non seulement un auteur, c'est fini, mais même deux auteurs, c'est fini. C'est la tendance à véritablement la collectivisation. On a une tendance quand même similaire, moins grande bien sûr, en sciences humaines, qui est beaucoup plus récente. Donc la collectivisation est un fait absolument évident. Si maintenant je m'intéresse au nombre d'adresses, qui est le phénomène que je cherche à cerner pour arriver à la fin du 20e siècle sur ce que je vais appeler la manipulation des adresses, c'est qu'on voit qu'au fond, pendant longtemps, la majorité des papiers ont une adresse, mais qu'on a la montée de deux adresses dans le nombre, dans les publications au fil du temps. Et bien sûr, l'autre, c'est l'évolution de la collaboration internationale. Donc, je me suis intéressé à dire, OK, quel est le nombre de pays? C'est toujours le nombre de pays présents dans un seul article. Et donc, ici, on voit qu'au fond, pendant très longtemps, et même de nos jours, quand on parle de grande internationalisation, que de plus en plus de pays sur les articles, bien, en gros, en moyenne, c'est quand même essentiellement deux qui est le nombre de pays le plus fréquent. On a quand même une montée de 3 pays, mais ce n'est pas très, très énorme. Et donc, essentiellement, la collaboration internationale se fait entre 2 pays. Bien sûr, ici, bon, c'est des fluctuations de la base de données, mais on n'a pas de tendance forte à la collaboration internationale formelle. Ce qui ne veut pas dire que les sciences humaines et sociales n'ont pas de collaboration internationale. Ça suggère davantage que les objets indexicaux des sciences humaines prennent une forme de collaboration beaucoup plus informelle à travers les congrès internationaux, les échanges de collègues, mais la signature demeure encore beaucoup, comparée aux sciences de la nature, une science nationale, une science locale, parce que qui a intérêt à étudier la société française ou la société québécoise, c'est d'abord et avant tout encore les sociétés nationales. Et pour ceux qui en doutent, je vous donne tout de suite un chiffre. American Journal of Sociology n'est pas une revue internationale, mais une revue américaine, dont 91% des auteurs sont américains. Donc c'est une revue qui s'intéresse, comme elle doit le faire, à la société locale, comme la revue suisse de sociologie le fait. Ensuite, j'ai dit, OK, essayons de diversifier ça. On va regarder la proportion d'articles avec au moins un auteur affilié à plusieurs institutions. Donc, mais par discipline. Et bien sûr, on devine que c'est beaucoup d'abord en recherche biomédicale où le nombre d'adresses double au moins, c'est 1/3, parce qu'effectivement, dans le biomède, on est beaucoup affilié aux hôpitaux. Donc, c'est tout à fait normal. On trouve ensuite, à la fin, bien sûr, les humanités, les sciences sociales entre les deux. Donc, en gros, on a quand même 1/4 des auteurs qui ont double chapeau. Comme moi, si je signe CIRS, qui est mon centre de recherche, et que je signe UQAM, département d'histoire, ben j'ai 2 affiliations. Donc ça, c'est assez fréquent. Et ce n'est pas une surprise, on pouvait s'y attendre. C'est normal d'avoir plusieurs affiliations, donc disons 1/3, en gros,
ou un quart. Bien sûr, à l'intérieur même de chacun de ces domaines, il y a une différence entre ceux que j'aime beaucoup, ceux qui sont ici, non, je sais pas. Ben vous, si on passe recherche biomède, c'est quand même la première, mais on a ensuite la médecine clinique, là aussi c'est lié. Donc c'est les domaines de la santé, mais on a la physique qui est peut-être en partie dominée par la physique des particules. On va avoir un chercheur qui est à la fois au CERN et aux États-Unis ou dans un autre grand accélérateur. Il va y avoir donc plusieurs institutions. Et bien sûr, c'est dans les humanités où on retrouve l'approche assez plus traditionnelle. Moi, dans mon département d'histoire, qui écrit mes articles d'histoire. Donc, on a vraiment des variétés selon les domaines. Ça nous rappelle que la science n'est pas une catégorie explicative. La science n'existe pas. Il existe un grand nombre de pratiques scientifiques reliées à leurs objets. La physique des particules n'est pas l'économie. On s'en doute. Maintenant, on a ici la proportion d'articles avec au moins un auteur affilié à plusieurs pays. Là, on commence à s'approcher du phénomène qui m'intéresse. Et on a ici, je ne vois pas trop, là, oui, c'est ça, les sciences naturelles et le génie qui sont, au fond, du même proportion. Et on voit qu'on est très peu d'individus. On est 5% des individus, alors que dans l'autre, pour les institutions dans le même pays, on était à un quart, donc 5 fois plus. Donc, c'est des phénomènes encore marginaux, mais qu'on voit, du moins, c'est l'hypothèse qu'on peut regarder ici. Si on regarde les sciences sociales, on voit qu'il y a une variation de pente, en gros, ici. Hein. Donc, on a comme une accélération du phénomène, en gros, à partir des années 2010. Donc, hein, dans les années 2000, là, il y a quelque chose qui semble s'accélérer. On voit même une petite accélération, mais difficile à mesurer pour l'instant, dans les humanités. Donc, ici, on a des articles affiliés, dont un auteur au moins, donc c'est l'auteur que je suis. L'individu, j'ai son adresse et je le suis. Et on voit une croissance. Même chose, mais avec une focale plus détaillée. Donc, la proportion d'articles avec au moins un auteur affilié à plusieurs pays. Et on regarde dans quel domaine? Sciences de la Terre. Et là, on peut imaginer effectivement des gros projets internationaux. Médecine clinique, biologie. Ici, on a recherche biomédicale. Et on a ici les champs professionnels, qui voit aussi une variation de pente, toujours, au fond, début des années 2000. On dirait qu'il y a une accélération de cette tendance-là. Et même les humanités, qui sont les plus basses, passent à 1% à 2%. Mais il semble avoir une multiplication de ces personnages qui habitent simultanément dans plusieurs pays. Donc, je me suis dit, regardons dans un sous-ensemble pris au hasard, le management. Ici, on a donc des articles à un auteur, parce que je me suis dit, OK, en sciences humaines, il y a plusieurs auteurs, mais on va prendre le sous-ensemble où il y a seulement un auteur, parce qu'il y a quand même une bonne proportion des articles qui sont signés seuls. Moi, je signe un bon nombre de mes travaux seul. Et donc, je regarde juste pour voir quelle est la tendance. Donc, on est dans une hypothèse de travail où on travaille sur une base de données et on fait de l'induction pour aller voir s'il y a un phénomène réel ou non qui se passe au-delà des anecdotes. Donc, ici, on a les articles à un auteur et plusieurs adresses. Donc, on n'est pas encore dans plusieurs pays. Et on voit que, par exemple, si on regarde par pays, on voit que, bon, c'est pas mal tout pareil, mais il se passe quelque chose en France, ici, dans les années 90 et accélération des années 2000. En management. Donc, un martien qui vient, avant de faire des entrevues, il peut commencer par analyser une base de données, voir s'il y a quelques phénomènes, et ensuite sortir son micro et aller se promener sur le terrain, comme diraient les anthropologues. Ensuite, regardons les auteurs les articles à un auteur, mais plusieurs pays. Là, on a notre personnage ubiquitaire. Et on voit aussi que, bon, ici, les États-Unis, c'est un peu, ça bouge beaucoup, hein, mais c'est pas énorme. Mais par contre, il se passe quelque chose, on dirait, en France, où on a toujours cette accélération des années 90 et encore plus forte dans les années 2000. Et donc, ça pointe peut-être vers un phénomène sur lequel on va revenir. Ensuite, je me suis dit, OK, nombre d'adresses des articles à un auteur. Parce que c'est beau dire que le nombre d'adresses à un auteur. Il y a un auteur, mais c'est quoi la tendance? Bon, mais en gros, il y a... Hein, c'est la moyenne, la majorité des articles sont signés à une adresse. Moi, je signe UQAM. Mais même ça, on voit bien, effectivement, encore une fois, des années 2000, là,
et 2005-2010, une accélération. Bien sûr, on passe de 1,0, mais la tendance montre qui semble se passer. Depuis les années 2000, l'internationalisation a une forme différente de ce qu'elle était avant. C'est une phase supplémentaire, peut-être. Et donc, quels sont les effets de ces transformations? On a encore souvent la vision que la recherche est individuelle. On a un individu, un héros, qui fait une découverte, CRISPR, qui demande un brevet pour sa découverte dans son pays, c'est lui le propriétaire, c'est pas trop compliqué. Sauf que si on multiplie les auteurs, si on multiplie les adresses et si on multiplie les pays, la première question qui se pose à ceux qui vont vouloir justement se servir, comme on le disait, les publications, c'est du capital symbolique, c'est la monnaie qui circule, c'est le capital sur lequel les gens investissent. Et à ce moment-là, s'il y a 3-4 adresses, s'il y a 3 institutions sur un papier qui est très cité, qui reçoit le capital? Avant, c'était simple. L'Université de Zurich avait Albert Einstein, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, si les gens qui ont le papier le plus cité contient 3 institutions dans 4 pays, qui va vouloir s'approprier ce capital? Donc, dire le crédit vient de telle université. Donc, ça pose la question de distinguer les contributions. Qui, dans le domaine, par exemple, de la R&D, on sait très bien qu'on ne peut pas. Parce que si j'ai une subvention de l'ANR, mais j'en ai aussi de ERC, est-ce que je donne le tiers de mon capital à ERC comme cause de ma découverte ou le 2 tiers à l'autre? Donc, cette question-là, qui est très importante dans les programmes d'évaluation, d'attributabilité, lorsque les sources se multiplient, l'attributabilité devient beaucoup plus problématique. Ensuite, bien sûr, ça a une conséquence absolument énorme sur la question de la propriété intellectuelle en termes de brevets. Lorsque les inventeurs étaient dans la même institution, Berkeley ou Caltech va dire, OK, on prend un brevet. Maintenant, il doit négocier non seulement entre les plusieurs inventeurs différents, ce qui était déjà un problème. Par exemple, il y a eu une étude qui date au moins une quinzaine d'années actuellement, qui était très intéressante, qui montrait que un certain nombre de brevets fondés sur des publications très importantes, les individus mentionnés dans le brevet, donc qui avaient la propriété intellectuelle, étaient beaucoup moins nombreux que les auteurs de l'article. Donc déjà, ça posait la question de dire, oui, mais s'il y avait 6 auteurs dans l'article, comment se fait-il qu'il y en a 2 dans le brevet? C'est un très bel exemple qui pose des problèmes juridiques. Si j'étais co-auteur de l'article, pourquoi je ne suis pas co-auteur du brevet? Et là, on devine les rapports de force. On va dire, ben oui, c'est un étudiant au doctorat, donc c'est pas lui qui a le capital du brevet, c'est moi, le directeur du labo. Donc, ce n'est pas des questions simples sur lesquelles on commence à réfléchir, mais qui, comme on l'a vu aussi dans les questions d'appropriation des brevets, dans le cas de CRISPR-Cas9, on nous présente ça comme une lutte, au fond, entre 2 grandes institutions, une sur la côte Est et l'autre sur la côte Ouest, le Broad Institute et l'autre, c'est Berkeley, je crois, ou j'ai oublié quelle université, mais une université de l'Ouest. Alors que même ces 2 institutions-là qui veulent s'approprier le brevet, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et tout ça est dû à la transformation de la science, qui n'est plus au début du 21e siècle, ce qu'elle était même au milieu du 20e siècle, c'est-à-dire une vision encore très individualiste de l'appropriabilité des connaissances, que ce soit en termes de prix Nobel. Donner un prix Nobel pour la découverte du boson de Higgs, on devine que ça a perdu un peu de son sens. On donne ça à l'ingénieur en chef de l'accélérateur. Et, bien sûr, ça pose la question de la signification de cette multiplication des relations entre les chercheurs et les institutions dans les classements. On vient justement de voir que pour certaines institutions, entre autres les écoles de commerce, les classements sont très importants. Mais justement, les classements étant fondés, le diable est dans les détails, les classements étant fondés souvent en bonne partie sur les publications sont reconnues par les adresses qui sont inscrites. Donc, une première étape de conséquence de l'établissement des classements depuis les années 2000 a été une pression sur les institutions pour que les chercheurs normalisent leur indication d'adresse, qui marque vraiment le nom du bon labo dans leur adresse, parce qu'ensuite, c'est ce labo-là qui va avoir le crédit de cette publication. Alors qu'un professeur, exemple, moi, il m'arrive souvent d'oublier d'écrire département d'histoire.
j'écris CIRST. Donc, c'est le CIRST qui a le crédit de mon travail, mais au fond, je suis embauché par le département d'histoire. Donc, je devrais peut-être mettre les deux. Donc, il y a vraiment une question de gestion d'adresse qui n'était pas un problème, qui n'existe même pas comme horizon de pensée avant. Pourquoi? Parce que la publication était jusqu'aux années 80-90, donc du 17e siècle jusqu'aux années 90, une unité de connaissance. Quand Newton envoie son article sur le prisme et le spectre lumineux en 1672, il contribue une unité de connaissance aux Proceedings de la Société royale de Londres. Aujourd'hui, on a inversé le rapport et l'article n'est plus perçu comme une unité de connaissance, mais comme une unité comptable. Comme l'article est une unité comptable, on veut normaliser cette comptabilité et s'assurer que les auteurs, un, sont dans le bon ordre, deux, que l'adresse indiquée est la bonne, pour que chacun qui croit y avoir contribué reçoive sa quote-part de capital. Donc, c'est une transformation absolument majeure qui entraîne, bien sûr, des effets pervers, dont celui de la manipulation des données. Parce qu'effectivement, comme on le disait ce matin, s'il y a un indicateur, comme on est des humains, il va y avoir manipulation de l'indicateur parce qu'on est dans une structure d'opportunité et les gens qui peuvent profiter de cette opportunité vont augmenter leurs gains, mais ceux qui sont dans une situation de ne dominer où la structure d'opportunité leur est défavorable, ils ont deux choix, sortir ou frauder. Frauder intellectuellement de façon simple en achetant des adresses au lieu d'employer à plein temps les gens à faire de la recherche. Et j'ai des données que j'ai publiées dans University World News, que je crois que je n'ai pas ici, mais bon, peu importe, qui montrent très bien quelle université de quel pays tire profit. Et le cas le plus simple, bien sûr, c'est King Abdulaziz University d'Arabie Saoudite, qui a augmenté en 3-4 ans sa position dans les classements de façon énorme, mais essentiellement en achetant les adresses des autres institutions. Ce qui veut dire que les universités, à cause des classements, ont commencé à gérer les adresses, mais avaient oublié jusqu'à maintenant qu'il fallait non seulement gérer la bonne adresse inscrite, mais s'assurer que leurs chers professeurs embauchés au prix n'ajoutent pas une seconde adresse qui lui donne un profit secondaire sur un autre marché et qui devient ainsi un agent double, parce que le même article vient contribuer à la montée dans le classement de deux institutions, dont une seule, normalement, il y a quelques exceptions, on le sait, il y a des double joint appointment, mais ce n'est pas ça le problème. La réalité de King Abdullah, on le sait très bien, ce n'est pas une question de joint appointment. Donc, la transformation des sciences pose des questions nouvelles, relativement nouvelles, qui deviennent de plus en plus importantes à cause justement de la transformation de l'article comme unité de savoir en unité de comptabilité. Oh, là, c'est capote. OK. Donc, en gros, c'était les données que je voulais vous présenter. Donc, je suis parti d'une intuition qui, la transformation actuelle qui est problématique, qui est une dérive de la recherche, nous oblige à remonter à l'ensemble des étapes de la transformation de la recherche. Et ces étapes-là, effectivement, nous amènent d'une vision très individualiste de la recherche à une vision qui inclut une globalisation très forte avec des pressions plus ou moins grandes à suivre les normes ou à adapter les normes pour optimiser sa position locale en fonction des contraintes qu'on y subit. Sur ça, je m'ouvre à vos commentaires et suggestions.